Sur la première 7h36, il y avait eu l'Autriche au mois de décembre dernier où les électeurs ont confirmé leur préférence pour un président écologiste par rapport à un candidat d'extrême droite. Cette semaine, les Pays-Bas ont visiblement apporté eux aussi une nouvelle preuve de la vigueur de la résistance démocratique face à la montée du populisme anti-européen. Peut-on pour autant parler d'un retour en grâce d'une Union européenne tant décriée ces dernières années? Assistons-nous plus simplement, parallèlement à la fragmentation des forces politiques, à une recomposition du paysage politique? Nous sommes ce matin pour en parler en duplex de notre studio de Genève avec le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani, qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h en partenariat avec Foros, l'association La Suisse en Europe et le Forum suisse de politique internationale. Vous donnerez, Jean-Dominique Giuliani, ce soir à Genève une conférence intitulée « L'impact de l'administration Trump sur l'intégration européenne ». On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Peut-être ces scrutins tout récents, le peuple des Pays-Bas qui a massivement voté pour les valeurs que l'Europe incarne. Je cite Jean-Claude Juncker, président de la Commission, des sociétés libres et tolérantes dans une Europe prospère. Voilà, ça c'est ce que dit M. Juncker, très, très enthousiaste, très lyrique à l'issue de ce vote. Vous auriez tendance à partager cet enthousiasme, c'est un vote pro-européen ? Oui, bien sûr, puisque 3 partis sur 5, parmi les plus importants, étaient pro-européens, le revendiquaient, ont mobilisé les électeurs qui ont choisi les valeurs de l'Europe. Je voudrais corriger un peu ce que vous disiez en introduction, n'est-ce pas ? Le populisme n'est pas une spécialité européenne. C'est vrai. On va parler, je crois, tout à l'heure des États-Unis, ou peut-être d'autres régions du monde, et vous verrez que toutes les grandes démocraties sont touchées. Elles sont bouleversées, les partis eux-mêmes, les partis traditionnels sont remis en cause, et donc l'Europe n'y échappe pas non plus. Il n'empêche que lorsqu'il faut choisir l'essentiel, et que on propose aux Européens de choisir l'euro ou pas l'euro, l'Europe ou pas l'Europe, finalement, les citoyens sont beaucoup plus raisonnables que certains de leurs élites, y compris de leurs élites politiques, et voient très bien que l'Union européenne n'est pas le cauchemar que l'on dit. Mais pour reprendre l'Autriche au mois de décembre, l'élection du Vert, Alexander Van der Bellen, pour reprendre les Pays-Bas, tout ça sont des messages très clairement pro-Europe, pro-européens, si l'on peut dire. Écoutez, en tout cas, ce sont des décisions démocratiques prises par les citoyens européens qui ne vivent pas le cauchemar, qui voient très bien comment ça se passe ailleurs quand il n'y a pas d'Europe. Vous savez, il ne faut pas aller très loin. Vous pouvez aller en Ukraine, en Russie ou dans certains pays du sud de la Méditerranée et faire la comparaison entre être dedans ou être en dehors de l'Europe. Et donc, il y a des raisons de critiquer le fonctionnement de l'Union européenne, parce que c'est une démocratie à 2 niveaux, oui. C'est compliqué, c'est de la diplomatie, mais en réalité, c'est plutôt vers chez nous que viennent les immigrants et les réfugiés, ils ne vont pas ailleurs. Sur ces messages pro-européens, est-ce qu'on ne se réjouit pas un peu trop tôt ? Est-ce que vous ne vous réjouissez pas un peu trop tôt ? À savoir que les vrais baromètres de l'euroscepticisme seraient plutôt à chercher du côté des votes directs sur des projets européens, sans remonter au nom français et hollandais à la Constitution. Il y a le nom hollandais à l'accord UE-Ukraine, il y a le nom des Grecs aux grandes orientations de leur plan de sauvetage, il y a évidemment le Brexit, etc. Est-ce que c'est pas là que se manifeste plus directement l'euroscepticisme et en la matière, c'est pas très brillant, force est de le constater. Écoutez, pour les votations directes, étant en Suisse, je serais extrêmement modeste. Vous êtes des experts bien plus compétents que moi. Il y a des sujets sur lesquels, par exemple les sujets diplomatiques ou les sujets techniques, sur lesquels mettre cela au référendum est toujours un problème. Parce qu'on ne répond pas forcément à des questions techniques, on répond à des questions politiques qui ne sont pas posées. Le Brexit, c'était purement politique, non ? Non, mais oui, mais ce n'était pas le vrai sujet. La véritable motivation, c'était d'abord un mécontentement à l'égard de la politique migratoire, non pas de l'Union européenne, mais du gouvernement britannique, qui avait ouvert les frontières, contrairement à ses autres partenaires, les frontières intérieures de l'Union. Et donc, le retour de bâton, ça a été de dire, écoutez, il y a eu plus d'1,5 million de migrants internes au sein de l'Union européenne, du fait de la défaillance et des décisions de M. Tony Blair à l'époque, il n'a pas pris de clause de sauvegarde, contrairement à la France, à l'Allemagne, et il y a eu aussi un mécontentement à l'égard du gouvernement et, in fine,
à l'égard de l'Union européenne, mais vous savez, le Royaume-Uni a toujours eu un pied dedans, un pied dehors au sein de l'Union européenne, avec un statut à part. Donc il ne faut pas généraliser non plus sa décision. Mais est-ce qu'il n'y a pas une méfiance générale des élites communautaires, surtout à Bruxelles, à consulter les citoyens? Est-ce que souvent à Bruxelles, on n'a pas peur de consulter les gens sur ses propres projets? Est-ce que ce n'est pas un mal européen, ça? Non, pas du tout. Je crois que ça, c'est un peu trop vite dit. Vous savez, à Bruxelles, ce sont les États membres qui discutent et négocient. Et quand ils reviennent chez eux, et après, ils ont des difficultés, soit à faire adopter par votation populaire leurs décisions, soit à les faire ratifier, soit à poser des questions qui leur permettent ensuite de s'asseoir à la table. Donc c'est très difficile. Ça n'a jamais existé, je crois, dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire des relations internationales, d'avoir la constitution, l'unification d'un continent de manière pacifique, paisible, avec des procédures extrêmement complexes, très diplomatiques. C'est pas du tout parce qu'on veut le cacher au peuple, loin de là. C'est que c'est l'exercice du pouvoir et des fonctions du gouvernement, des ministères des Affaires étrangères européennes. Jean-Dominique Giuliani, peut-être, alors à part le message pro-européen, l'est-il vraiment? Vous l'avez dit, oui, c'en est un très clair entre l'Autriche et les Pays-Bas, et peut-être ce qui va suivre, on verra ce qui se passe en France. Est-ce que c'est le début de la décrue d'une vague populiste en Europe de manière générale? Il y a les partis écologistes, alors le Vert autrichien qui était nommé au mois de décembre, et puis aux Pays-Bas aussi, avec le Parti vert de gauche qui a quadruplé son nombre de sièges. Comment les partis écologistes ont-ils comme ça réussi à s'imposer dans ces deux pays, Autriche et Pays-Bas, où pesait la menace de l'extrême droite? Sur le plan politique, quelle est votre explication là? Écoutez, je crois que la période que nous vivons remet en cause toutes les structures traditionnelles et les grands partis n'y échappent pas. C'est dans cette faille qu'en quelque sorte les partis populistes se sont engagés les premiers, mais comme ils ne remplissent pas leurs promesses, et qu'on voit bien que quand ils arrivent aux affaires, je parle par exemple des États-Unis, ils n'arrivent pas à donner du corps à les espoirs qu'ils ont soulevés chez des citoyens décontenancés par ce qui se passe dans le monde. Avant même de parler de l'Union européenne, on pourrait parler des avancées techniques, on pourrait parler des avancées technologiques qui changent beaucoup de choses, les conditions du travail, l'ubérisation de l'économie. Ça, ce sont les vrais moteurs des inquiétudes des peuples. Dans un premier temps, elles sont populistes. Les populistes n'arrivent pas à donner de réponse. Généralement, ce sont de grands milliardaires qui appartiennent à l'élite et qui jouent sur un jeu contre les élites, et on voit bien que ça ne conduit à rien. Et ensuite, la deuxième phase de cette évolution, c'est que les partis traditionnels sont eux aussi remis en cause, comme ne donnant pas de réponse, et aussitôt, vous voyez apparaître de nouveaux acteurs. Donc succès des Verts. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans la campagne présidentielle française, par exemple. Alors, vous me tendez une perche, Jean-Dominique Giuliani. La France, justement, est-ce que ce qui s'est passé aux Pays-Bas, là, puisque ce sera assez proche du premier tour des présidentielles françaises, aura un effet sur le scrutin? Est-ce que la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen, en tout cas peut-être d'un beau score à l'issue du premier tour, s'éloigne un peu? Cette décrue populiste peut se manifester aussi en France dans les prochaines semaines? Oui, parce que là, à gauche comme à droite, les partis traditionnels, vous le voyez, sont bousculés pour des raisons diverses. Et donc, il y a un vide politique qu'occupe, bien sûr, Marine Le Pen avec l'expression d'une colère des électeurs, comme souvent d'ailleurs en France, parfois avec des raisons justifiées, désertification rurale, etc. Mais pour en revenir à ce que je disais, toutes les études d'opinion montrent que sa position à l'égard de l'Union européenne, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, constitue pour elle un plafond de verre. C'est-à-dire que quand on pose la question dans les sondages, 72% des Français veulent rester dans l'euro parce que ce sont des épargnants et qui savent qu'il vaut mieux avoir l'euro que ne pas avoir l'euro, et que le franc, au XXe siècle, a dévalué 17 fois et que l'euro n'a jamais dévalué pour l'instant et a protégé l'épargne des Français. Donc vous voyez, lorsqu'on arrive à des questions, j'allais dire un peu fondamentales au moment de l'expression, on s'aperçoit que les votes que vous dites pro-européens sont peut-être pas pro-européens, mais ce sont des votes
argumenté, sérieux, raisonnable, finalement. Et je pense que c'est ce qu'on peut voir en France, malgré une forte pression un peu extrémiste, un peu populiste, qui est surtout une contestation des grands partis traditionnels. Imaginons le contraire, la victoire de Marine Le Pen à l'issue du second tour, ce serait un danger mortel pour le projet européen, selon vous? Je ne l'imagine pas. Et je ne veux pas du tout raisonner dans cette Peut-être prêt à tout, non? hypothèse-là. Non, parce que, vous savez, en matière de politique internationale, encore plus qu'en matière de politique intérieure, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais envisager des hypothèses catégoriques. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Et l'Union européenne, comme la conduite de nos États, c'est d'abord des affaires entre citoyens, c'est des affaires humaines dans lesquelles on trouve des compromis, des arrangements. Donc, quelles que soient les hypothèses, la France est au cœur de l'Europe, elle y restera, vous verrez. Qu'est-ce qui est le plus malade, si je puis m'exprimer ainsi, Jean-Dominique Giuliani, en Europe? Ce sont les États ou les institutions? Oh, c'est incontestablement les États. Il y a des choses à dire sur les institutions européennes, mais l'Europe est malade de ces États. C'est-à-dire, il n'y a pas de leadership des États, il n'y a pas de propositions nouvelles sur la table. Pourquoi ? Parce que les États sont en difficulté, les partis traditionnels sont en difficulté, et que l'évolution du monde, des techniques, des conditions de travail, des échanges, elle est tellement rapide que le gouvernement des hommes est devenu bien plus compliqué, avec une communication tout à fait transparente, dans lesquelles les citoyens, à laquelle les citoyens veulent participer à la prise de décision, et on n'a pas encore trouvé le moyen de le faire d'une manière satisfaisante. Déficit de démocratie. On appelle ça le déficit démocratique, mais en réalité, c'était des progrès de la démocratie. Grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux, les citoyens sont mieux informés, donc ils veulent prendre part aux décisions, ce qui rend difficile la démocratie représentative, qui est pourtant le meilleur régime, le plus sage et le plus raisonnable. Quel regard portez-vous sur ces options pérennes du moment qui, pour contourner le constat qu'on fait et que vous faites d'une paralysie de l'Union due à ses États membres en grande partie, n'a pas hésité récemment, c'était lors du sommet de Malte, là, il y a quelques mois, à briser un tabou, et l'Allemagne l'a fait en premier en évoquant la possibilité, à défaut d'une Europe à deux vitesses, en tout cas d'une Europe différenciée, mais ça revient à peu près au même, il y aurait l'Europe des pays riches et l'Europe des pays pauvres. Le tabou est brisé, en tout cas. Fallait-il le briser, Jean-Dominique Giuliani, ce tabou-là? En France, il est brisé depuis très longtemps. Il est brisé depuis l'élargissement de 2004, qui a un peu transformé l'Europe, et qu'il fallait faire pour réunifier le continent européen. Enfin, je prends un petit exemple qui va vous parler. Depuis l'élargissement, on parle anglais à Bruxelles au lieu de parler français. Donc les Français retrouvent mal leur Europe traditionnelle. Et donc ce tabou, il a été brisé depuis longtemps. L'euro ne contient pas les 27 États membres et seulement 19. Schengen n'a pas tous les États membres de l'Union européenne, et même des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc ça fait longtemps qu'il y a une Europe différenciée. À plusieurs vitesses n'est pas le bon mot, je crois. Le vrai qualificatif serait de dire que l'Europe progresse, l'intégration progresse par l'exemple que peuvent donner quelques-uns. Les accords de Schengen, au début, c'était un accord franco-allemand avec le Benelux, à 5, pour faciliter le passage aux frontières. Et puis aujourd'hui, c'est 26 États, dont 22 États membres de l'Union. Donc vous voyez bien qu'on peut partir d'exemples intergouvernementaux, montrer l'exemple, en matière de fiscalité, par exemple, entre la France et l'Allemagne, en matière d'immigration, entre l'Italie, l'Espagne, la France, et puis ensuite étendre ça, si ça marche, oui, à d'autres États membres. Et si ça ne marche pas, est-ce qu'on ne va pas vraiment vers ça, une Europe des pays riches et une Europe des pays pauvres? Les pays du groupe de Visegrad, ex-pays de l'Est, s'inquiètent beaucoup de cette perspective de cette Europe différenciée. Est-ce que leurs craintes ne sont pas justifiées? Ils ont quand même fait de gros efforts, ces pays-là, et ils donnent l'impression de vouloir d'assister là à ce que l'Europe voudrait créer, c'est-à-dire l'arrière-pensée d'un retour d'un couple franco-allemand très fort à leurs dépens. Vous comprenez les craintes de ces pays, ex-pays de l'Est? Je les comprends, d'autant plus qu'ils ont très peur que la générosité des pays de l'Ouest à l'égard de l'Est, 330 milliards d'euros en 7 ans, se tarisse
notamment du fait du Brexit et des milliards d'euros qui vont manquer dans le budget européen. L'économie polonaise, l'économie hongroise sont aujourd'hui soutenues très fortement par les contribuables de l'Ouest. Donc il ne faut pas dire qu'il y a d'un côté les riches et les pauvres, ce n'est pas ça. Il y a des économies qui rattrapent le retard dû au rideau de fer, en réalité, et l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, les aident, non pas uniquement par idéalisme, mais parce que c'est l'intérêt commun d'avoir un continent prospère et petit à petit qui fonctionne sur la même manière. Donc je comprends cette inquiétude, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de poursuivre l'intégration européenne d'une manière intelligente, qu'on puisse expliquer et partager avec les citoyens sur des sujets et des défis nouveaux, immigration, croissance économique, défense, sécurité, le terrorisme revient sur le continent. Donc il faut répondre à cela. On ne peut pas y répondre de Bruxelles, ce n'est pas des compétences européennes, ce sont des compétences des capitales. Et donc tout ça est ouvert à tout le monde. Le tout, c'est d'être de bons Européens. On ne peut pas répondre de Bruxelles. Je retiens cette phrase qui est très importante dans ce que vous venez de nous dire, Jean-Dominique Giuliani. Vous donnerez, je l'ai dit tout à l'heure, ce soir à Genève, une conférence intitulée « L'impact de l'administration Trump sur l'intégration européenne », ce qui nous permet d'enchaîner avec le premier article de presse que nous allons lire, ou en tout cas résumer ensemble. Quand le feu rencontre la glace, Esther Coco, c'est ainsi que le Bund, journal bernois, décrit la rencontre entre M. Trump et Mme Merkel aujourd'hui. La chancelière allemande a l'habitude d'être en contact avec des mâles alpha, mais sa rencontre avec le nouveau président américain Donald Trump représente un véritable défi. Impossible en effet de trouver deux êtres plus différents en caractère ou en opinion. D'un côté, le président américain qui gonfle ses muscles, qui aime le risque, imprévisible, plus homme d'affaires comme d'État, intéressé aux affaires rapides plutôt qu'aux accords à long terme. De l'autre, la chancelière allemande, depuis 12 ans la femme la plus puissante du monde, qui garde la tête froide, pragmatique, qui contient ses émotions, prudente, qui pense stratégie et qui n'agit que quand elle a analysé toutes les implications. Angela Merkel doit convaincre Donald Trump de l'utilité du libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Mais pour elle, cette rencontre a aussi des implications sur le plan de la politique intérieure. Jamais un locataire de la Maison-Blanche n'a autant polarisé en Allemagne. La dompteuse Angela Merkel, dit le Blick, s'apprête donc à réaliser son numéro le plus difficile. Faites-vous la même analyse par rapport à Mme Merkel et le fait qu'elle doive convaincre M. Trump, Jean-Dominique Giuliani? Je ne me permettrai pas d'utiliser les mêmes qualificatifs, mais ça c'est la liberté journalistique. Mais sur le fond, oui. Sur le fond, je pense que pour le nouveau président américain, c'est déjà l'épreuve du pouvoir. Vous savez, la région du monde où les Américains investissent le plus, c'est l'Europe. Donc leurs intérêts sont en Europe, avant même d'être en Chine ou ailleurs. Et donc, eh bien, il faut aussi que M. Trump apprenne la réalité. Le fait de rencontrer la chancelière est une première étape, et puis il faudra qu'il rencontre le nouveau président français, quel qu'il soit. Ce sera une deuxième étape, parce que là, on parlera d'autre chose aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'économie, on va parler de valeurs, parce que la chancelière, elle a vécu sous un régime de l'Est, donc elle a peut-être des choses à apprendre aussi à M. Trump. Quelles sont les limites de pouvoir, quelles sont les valeurs qui fondent nos démocraties et pour lesquelles on se retrouve avec les Américains en général. Si les Américains s'en éloignent, eh bien, c'est l'Europe qui continuera à les incarner. La Turquie, autre sujet épineux, Recep Tayyip Erdogan tire profit de la crise avec l'Europe. Le président turc est certes furieux contre tous les pays qui refusent d'accueillir des meetings pour promouvoir sa nouvelle constitution, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi la Suisse, que la campagne du Blick contre son projet. Furieux, oui, mais il semble surtout persuadé, lit-on dans Le Temps ce matin, que chaque meeting annulé renforce le camp du oui pour le scrutin du 16 avril. Car s'il y a un argument qui fonctionne à coup sûr dans l'électorat du président turc et même au-delà, c'est celui selon lequel les Occidentaux chercheraient à nuire à la Turquie et à l'humilier. Il use jusqu'à la corde la fibre nationaliste, ce qui pourrait bien faire gagner le oui, indique le directeur d'un institut de sondage turc, faire gagner le oui alors que le scrutin promettait de se jouer sur le fil. Jusqu'où tout cela va-t-il aller, Jean-Dominique Giuliani? Ce bras de fer entre M. Erdogan et certains pays, là, avec des mots très injurieux, il a traité certains pays de nazis, etc. La Suisse n'a pas interdit un meeting sur son territoire de son ministre Cavusoglu. Jusqu'où tout ça peut-il nous mener l'Europe?
Écoutez, c'est très préoccupant parce que pour l'Europe, elle a la puissance de sa tranquillité et de sa bonne conscience, en l'occurrence. Je pense que tous les leaders, quel que soit le leader dans le monde ou parmi nos partenaires qui chauffent à blanc comme ça, ces partenaires, qui jouent sur la carte nationaliste, a tort. Il a tort parce qu'il y aura des retours de bâton, y compris pour lui. C'est pas bon pour la Turquie. Il se fâche avec tous ses voisins, il se fâche avec ses grands partenaires. Alors c'est vrai que nous avons déjà un contexte difficile avec une radicalisation de l'islam, des citoyens, y compris en Europe, qui sont extrêmement méfiants. Donc tous ceux qui jouent avec le feu comme ça, en fait, historiquement seront condamnés et on verra bien que c'est une extrême mauvaise action qu'ils mènent d'abord pour leur pays. Et l'Europe, en l'occurrence, elle est tranquille. C'est-à-dire qu'elle n'a pas grand-chose à se reprocher. On dit elle ne veut pas ouvrir la porte à la Turquie. Oui, parce que la Turquie ne remplit pas les conditions. Elle les remplit de moins en moins. Elle s'en éloigne. C'est un régime démocratique. Il y a l'accord migratoire quand même au l'autocratie. milieu, pardon. L'accord migratoire que la Turquie menace de dénoncer. Oui, mais vous comprenez, tout ça est dans Ça l'intérêt pourrait être commun. mauvais pour l'Europe, ça. Oui, mais bien sûr, c'est du chantage. Et ça, le chantage, ça n'a jamais fait peur à l'Europe, contrairement aux apparences. Alors vous dites que l'Europe a une mauvaise image, mais croyez-moi, elle a une capacité de résilience et de résistance bien supérieure à celle de la Turquie aujourd'hui. La Suisse, on y vient pour terminer. Le Conseil fédéral discute aujourd'hui de politique européenne. C'est ce que nous révèle ce matin la Basler Zeitung, Esther. Oui, à en croire la Basler Zeitung, Didier Burkhalter préparerait même un nouveau coup. C'est en tout cas le titre de cet article en une qui dévoile que le Conseil fédéral a maintenu sa séance d'aujourd'hui, une séance de réserve pour discuter de l'accord cadre institutionnel. Les 7 sages devraient prendre connaissance aujourd'hui du résultat des négociations et décider des prochaines étapes. Cet accord prévoit une reprise dynamique du droit européen et en cas de litige sur un accord bilatéral, une intervention de la Cour de Strasbourg. Un différend subsiste sur les mesures que l'Union pourrait prendre si la Suisse refusait de se plier à un arrêt de cette Cour européenne. L'Union menace de suspendre tous les accords bilatéraux et de couper ainsi les entreprises suisses de leur principal marché d'exportation si la Suisse refusait de s'y plier. Jean-Dominique Giuliani, êtes-vous au courant d'un éventuel coup que notre ministre des Affaires étrangères préparerait du côté de Bruxelles ? Non, moins que vous, apparemment. Ce que je sais, c'est qu'au sein de l'Union européenne, tout le monde souhaite avoir un accord qui convienne à la Suisse. Accord qui cadre, convienne accord à tout le monde. institutionnel, oui. Voilà. Et que c'est dans l'intérêt commun. Et que quand vous regardez la géographie, vous avez un seul pays qui est enclavé au sein de l'Union européenne, c'est la Suisse. Pour les Français, c'est en plus, comme pour les Allemands, un pays frère et ami. Donc, on souhaite que tout ça se passe correctement dans le respect des demandes suisses qui sont très spécifiques. On le voit très bien. Je vois très bien ressortir des vieilles thématiques issues de votre histoire sur les juges étrangers ou des choses comme ça. À mon avis, tout ça n'a pas lieu d'être parce que quand on passe un accord avec quelqu'un, il faut bien qu'on ait un arbitre pour juger si on accepte ou pas le jeu et si on respecte les règles qu'on se fixe ensemble. Donc il faut sortir là aussi, comment dirais-je, des passions. Ce sont des sujets très techniques qui concernent vraiment nos intérêts communs et franchement, j'appelle de tous mes voeux un accord qui vous convienne à la Suisse, qui convienne à l'Union européenne, qui a des règles et au moment du Brexit, il faut qu'on fasse attention que les règles soient respectées quand même. Oui. Et on ne peut pas avoir des règles plus favorables si on n'est pas membre de l'Union européenne que si on en est membre. Donc il y a quelques logiques comme cela. Je suis très optimiste sur l'issue et j'espère que le coût que vous m'annoncez montrera cet optimisme. Nous verrons. Pardon, on doit déjà se quitter. Il est déjà trop tard, malheureusement, mais on continuerait bien encore longtemps avec vous. Merci beaucoup, Jean-Dominique Giuliani, d'avoir été dans notre studio de Genève. Conférence ce soir à Genève, conférence intitulée « L'impact de l'administration Trump sur l'intégration européenne » que vous donnerez. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.